Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mille excuses pour au cours de laquelle nous allons parler de faits d'actualité nationale, un fait d'actualité internationale et une partie des constructions. Alors, ce que nous avons retenu pour le national concerne l'assassinat d'Alfred Bélix à Lyon, qui a beaucoup ému l'opinion. Ensuite, pour l'international, nous allons nous arrêter sur de nouveaux faits terroristes perpétués par les occupants israéliens contre les Palestiniens. Et puis en matière de déconstruction, nous allons parler de la façon d'appréhender le phénomène des migrations. Alors, le premier point concerne donc cet assassinat qui a ému l'opinion une fois de plus. Les médias montrent une mort incompréhensible, inacceptable. Il s'agit d'Albert Bénic, livreur du journal France Antilles, 64 ans, qui travaille là depuis 100 ans, et qui a été tué par balle alors qu'il était en train de faire une tournée de prison. Quelques jours avant, c'était un jeune jeune père de famille qui allait à son travail dans un supermarché qui a été abattu de 2 balles à la tête par des délinquants qui voulaient voler sa moto, Alors évidemment, c'est les mois et tous les commentaires sur la violence, de la nécessité d'être plus ferme, les appels à la répression, etc., qui viennent de se rajouter à l'émotion. Et le premier commentaire que nous voulons faire, c'est qu'au niveau de la façon de concevoir les médias, le travail qui consiste à s'appuyer sur des scoops, sur des faits divers sanglants, contribue à développer une peur, un stress global dans la société et qui empêche aux gens de réfléchir aux véritables causes du débordement de violence qui se manifeste. Mais en quelque part, il faut dire aussi que cela sert le système qui joue sur cette émotion, sur cette peur pour développer des thèses fascistes. Il faut pointer la répression et ce n'est pas un hasard aussi. Le gouvernement et ceux qui soutiennent les principes d'intégration remontent au créneau chaque fois pour dire qu'il faut augmenter les effectifs, il faut envoyer le GIGN, il faut envoyer le RAID pour mettre fin, pour faire museler ces délinquants criminels, etc. Alors, cela sert le système qui détourne les réflexions des véritables causes de cette violence et des véritables moyens sur les différents moyens qui pourraient y mettre fin. Je note par exemple ce chiffre qui est donné dans certains médias, c'est le 18e homicide en Martinique, mais surtout, en 2022, le taux d'homicide en Martinique était 6 fois plus élevé qu'en métropole. C'est une statistique qui ne veut rien dire, mais qui ne sert qu'à effrayer, qu'à dramatiser la situation. Parce que les bases de cette recherche-là ne sont pas scientifiques. Alors, s'il fallait compter effectivement le nombre d'homicides en intégrant le nombre de femmes qui sont tuées par leur conjoint en France et tous les actes de délinquance, en tenant compte des conditions sociales, de l'extension du territoire, du taux de pauvreté, on verrait bien que cette donnée statistique ne signifie absolument rien. Et donc, la véritable réflexion doit porter sur les raisons du développement de la violence. Alors, statistiquement, les vraies statistiques, les vraies études sociologiques à l'échelle planétaire ont déjà montré une réalité incontestable. La violence se développe dans les milieux où la pauvreté, la misère, l'absence d'éducation, l'absence de perspective vient écraser la population. Dans les milieux où
l'État abandonne son devoir de protection, son devoir de sécurisation. Et on parle des quartiers populaires, on parle des banlieues, etc. Il y a une relation directe entre la démission de l'État concernant son devoir de permettre l'émancipation de la population et le développement des violences. C'est la question de l'échec scolaire qui est conséquent de la mauvaise organisation, du sabotage des services publics. C'est la question de toutes les possibilités d'épanouissement qui ne peuvent pas être réalisées parce qu'on ne subventionne pas les associations de bénévoles qui se sacrifient pour la culture, pour le sport. C'est la corrélation est directe. Et cela, quel que soit l'ethnie, le lieu de résidence, le pays concerné, cette relation-là est établie. Alors, quand il faut parler de solution, il y a des gens qui montent au créneau avec leur histoire d'employer des forces de répression. Alors, déjà, dans une colonie, quand on appelle à ce que des contingents du RAID ou du GIGN viennent à l'hôtel pendant quelques mois et wipe out avec prime en poche, on trompe la population parce que ces forces-là n'ont pas vocation à régler les problèmes de violence de la durée. Elles ne vont pas s'implanter dans les populations, connaître leur culture. Il n'y aura pas de formation pour permettre à ces gens-là de privilégier des solutions humaines. On voit ce qui se passe dans la répression des mouvements en France. Et puis, on a des élus qui disent, oui, la solution, il faut faire des jeunes du RAID et du GIGN venir. Alors, sur le rapport colonial, nous avons déjà dit ici que la première des revendications serait de développer massivement les crédits attribués à l'éducation, au développement sportif, à l'amélioration des conditions de vie. C'est par là que l'on va lutter contre la violence. Et d'autre part, il faut comprendre également les motivations qui, de l'esprit des délinquants, les amènent sur cette voie-là, qui est évidemment condamnable. Outre les mauvaises conditions de vie, c'est le fait qu'il n'y a pas d'épanouissement par le travail qui soit possible, même quand certains ont des diplômes après s'être sacrifiés. Bon, ce sentiment d'échec va détruire l'équilibre mental. Et dans un tel contexte, évidemment, on n'est plus susceptible de sombrer dans la délinquance. Mais il y a également le fait que la corruption gangrène toutes les sphères de la société et que le contenu des médias encourage la violence et présente dans certaines séries, certains films, des arnaqueurs comme des gens intelligents avec qui il faut sympathiser. Donc, il y a absence d'éducation, mais il y a développement d'une culture de la violence, une culture de la déshumanisation et surtout un modèle de gestion de la société qui enlève toute crédibilité à la morale. Je ne serai pas plus long sur ça, mais il s'agit de dire ici qu'il ne faut pas nous tromper sur les messages qui nous sont donnés en solution. Nous avons, et je le répète, donné l'exemple de l'eau qui inonde de votre maison. Il y a une fuite de canalisation et puis votre maison est inondée. Alors, vous épongez, vous jetez le seau, vous épongez. Et puis quelqu'un dit, ah mais non, mais il faut une serviette de meilleure qualité, ça retient davantage l'eau. Ah bon, oui, tiens. Le problème, c'est de dire, mais d'où vient l'eau? Quelle est la conduite qui est cassée? Quel robinet il faut fermer? Quelle réparation il faut faire? Et c'est ça, la réparation de la société qui détruit l'humanité, c'est celle qui doit nous guider dans la recherche des solutions contre le développement de la violence. Le thème concernant l'international, c'est des nouvelles agressions de l'armée israélienne et des colons contre le peuple palestinien. Et nous avons déjà souvent parlé de ce problème.
Maintenant, près de siècle, les choses se sont établies après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Occidentaux ont créé l'État d'Israël en expulsant le peuple palestinien, en détruisant la Palestine. Mais avant, il y avait déjà des bandes de sionistes colons qui terrorisaient les populations palestiniennes. Ça fait près de siècles que ça dure. Tous les jours, c'est pas toutes les années, tous les jours, il y a des actions, des brutalités qui sont faites contre les Palestiniens. L'armée qui sans raison vient raser des citernes, des oliviers, empêche aux gens d'aller dans des maternités accoucher, tire sur des ambulances. Et puis les colons qui, avec l'autorisation de l'État d'Israël, qui viennent voler les terres des Palestiniens, notamment en Cisjordanie, installer des logements où ils ont tout ce qu'il leur faut, et puis rejetant davantage encore la population palestinienne dans la misère et le désarroi. C'est ça que je veux déjà dire, le contexte global. Mais là, cette semaine, deux exemples sont particulièrement significatifs. D'abord, l'armée israélienne qui rentre dans une ville de Cisjordanie occupée, et puis un camp de réfugiés, et puis ils encerclent un immeuble. Ils mettent de la dynamite et ils font exploser l'immeuble. Pourquoi? Parce que au troisième étage, c'était le logement de quelqu'un qui qualifie de terroriste et qui avait fait une action armée. Mais ce quelqu'un-là a déjà été tué par l'armée israélienne. Hein? Je me rappelle plus, je vais retrouver son nom. Donc, oui, voilà. Abdel Fattah Kaoucha. Les Israéliens l'appellent terroriste. C'est quelqu'un qui lutte de façon armée contre l'occupation de l'armée israélienne, qui fait tous les crimes que j'ai rappelés au début de cette rubrique. L'armée a déjà tué ce monsieur-là. Et puis, des mois après, l'armée va dans le village pour dire il habitait dans cette maison-là, dans cet appartement-là, au troisième étage de l'immeuble, donc je détruis l'immeuble. Mais c'est une pratique de l'armée israélienne de détruire les maisons, les logements où vivent des familles de personnes qu'ils accusent d'être terroristes. Ça s'appelle punition collective, ça s'appelle fascisme, ça s'appelle tout. Ils ont détruit ça. Alors, quand ils sont venus, et c'est la semaine dernière, au début de semaine dernière, pour faire cette agression, évidemment, il y a des Palestiniens qui ont résisté. Et bien, ils ont tiré. Ils ont blessé des gens, des civils, hein, qui essayaient de résister contre la destruction de l'immeuble. Qui avez-vous entendu sur la scène internationale condamner cet événement barbare? Ça, c'est le premier élément de cette semaine. Le deuxième que je veux signaler, c'est les colons, ceux qu'on installe illégalement sur les territoires palestiniens. Eh bien, ces colons-là, les colonies ne sont pas reconnues par le droit international. Israël a déjà été condamné dans des résolutions pour cela. La colonisation des territoires palestiniens. Eh bien, les colons qui sont installés là ont tous les droits. Et depuis que le gouvernement fasciste a été installé en Israël, vous savez qu'il y a des manifestations qui continuent ces jours-ci pour une loi qui permettrait tous les excès au gouvernement israélien. Eh bien, depuis que ce gouvernement est installé, il a donné le feu vert aux colons fascistes pour aller agresser dans des villages palestiniens. Et c'est comme ça qu'une horde de colons s'est rendue dans un village et pour violenter les habitants. Et dans ce contexte-là, il y a un bonhomme qui a tué un jeune de 19 ans à balle. Un jeune qui n'était pas armé. Et celui qui a tué, c'était un suppléant de député israélien. Ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui sont soutenus. C'est des gens qui représentent la caste
et fascistes qui dirigent Israël. Alors, là, il y a eu une réaction des États-Unis. Le département d'État a fait savoir qu'il considère cela comme un acte terroriste. C'est tout. C'est fini. Mais quelle campagne avez-vous entendu, avons-nous entendu dans les médias pour exiger sanctions, punitions, embargo contre l'État terroriste d'Israël? Est-ce qu'on va se satisfaire du fait que le département a dit qu'il considère ça comme un acte terroriste? Acte qui se renouvelle, je l'ai dit au début, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Or, cette année-là, depuis le début de cette année-là, il y a déjà eu 212 Palestiniens assassinés par l'armée israélienne, dont un grand nombre de femmes, de vieillards et d'enfants. Alors, comparer ça avec la propagande de l'OTAN concernant l'Ukraine. Il y a même jour où on ne voit pas quelqu'un dire « Oui, mon chat a été tué. Oui, je ne veux pas travailler. Oui, on a été tué. » La guerre, c'est ça. Les civils qui subissent les effets de la guerre, qu'ils soient ukrainiens, russes ou autres, méritent d'être protégés. Les crimes doivent être dénoncés, d'accord. Mais comment peux-tu croire que ces gens-là sont sincères et même que c'est la vérité, qu'il n'y a pas vraiment de l'exagération? Parce que dès que Zelensky a dit qu'il y a un bébé qui est mort, les médias disent qu'il y a eu un bébé mort selon Zelensky. Il y a des mensonges de côté en période de guerre, c'est toujours ça, mais la propagande de l'OTAN fait tout pour que les gens compatissent avec les Ukrainiens victimes. Mais alors, ces Palestiniens-là, qui les défend? Quand les enfants de ces Palestiniens qui ont pu, qu'on a abattu un jeune de 19 ans, qu'on a détruit une maison, quand ils vont rejoindre une organisation armée pour s'attaquer aux occupés israéliens, a-t-on le droit de les appeler terroristes? Je vous laisse répondre à la question. En tout cas, j'ai tenu à dire ça parce que les médias n'en ont pas parlé et c'est une situation qui s'aggrave dans les territoires palestiniens occupés. Voilà. Alors, nous allons parler maintenant de la question de l'immigration. Pourquoi j'en parle? Parce que d'une part, vous avez entendu des catastrophes et des drames qui se sont multipliés cette semaine avec des morts dans la Manche, 6 Afghans, avec des dizaines de morts dans la Méditerranée. Actuellement, la Méditerranée est appelée le cimetière des migrants parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes en Méditerranée. Depuis le début de l'année, on en compte 1848 noyés. Et parmi, il y a des enfants, il y a des femmes, etc. Alors, ces drames-là qui concernent les migrants qui prennent des bateaux sans sécurité, ils nous émeuvent et nous amènent à des questions. Mais comment ils savent que les gens meurent? Pourquoi ils vont quand même? Mais ce n'est pas seulement dans la Méditerranée. Il y a aussi ce qu'on a montré cette semaine de ces Africains du subsahélien qui sont chassés de Tunisie et qui sont abandonnés dans le désert. Ils ont traversé, beaucoup meurent, etc. Alors on nous s'apitoie, etc. Alors là, on a quand même quelques explications parce que le gouvernement tunisien a profité d'un incident qui s'était passé entre un émigré et un Tunisien et le président a appelé à chasser ces gens, c'est eux qui sont responsables de tous les crimes. Les gouvernements, comme tous ceux qui veulent développer des politiques fascistes et désigner des boucs émissaires, utilisent des situations individuelles, anecdotiques, pour lancer des campagnes comme ça. Alors, mais ce sont des centaines de migrants qui sont abandonnés dans le désert. On a connu la même situation concernant la Libye. Ces images-là, nous les avons parce que
ces migrations-là concernent l'Europe. Comme l'Europe a besoin de justifier ses politiques anti-migratoires, anti-immigrés, ils vont dire oui, regardez, ils sont les pauvres, etc. Et on ne peut pas accepter. Les passeurs sont des scélérats, etc. Et ils sont obligés de parler de ce qui concerne les migrants qui vont vers l'Europe. On va poser la question tout à l'heure, pourquoi ils vont vers l'Europe. Mais la première idée que je veux développer, arrachons-nous de l'esprit que le problème des migrations concerne des gens malheureux du tiers-monde qui vont en Europe. En termes de chiffres, ce n'est pas la majorité des migrants dans le monde. La plupart des migrations se font entre pays du Sud. Comme l'Europe a besoin d'instrumentaliser cette question, ces médias ne parlent que de ça. Mais quand on parle des migrants qui fuient la guerre en Birmanie, qui sont violés, massacrés parce qu'on brûle leur maison et qui vont dans un pays voisin, au Pakistan, etc. Mais dans toutes les zones des pays du Sud, entre pays africains même, ceux qui laissent le Zimbabwe pour venir en Afrique du Sud, le nombre des migrants concernant l'Europe est inférieur au phénomène migratoire mondial. Alors, pourquoi certains vont en Europe? Avant de parler des raisons qui expliquent les migrations, pourquoi certains vont en Europe? D'une part, parce que ceux qui nous reçoivent comme médias, comme éducation, comme film, etc., leur présentent un Eldorado, un paradis où ils pourront bénéficier de droits, bénéficier de revenus pour pouvoir nourrir leur famille. Il y a un appel d'air qui est fait. Cet appel d'air, on en a parlé, je crois, dans une émission entière. Cet appel d'air-là a commencé lorsque la France, les pays européens reconstruisaient leur économie après la Deuxième Guerre mondiale. En tant que surveillant d'un collège dans les années 67 à Ambarès, en France, dans la Gironde, on m'avait chargé de distribuer à tous les élèves un flyer, un prospectus qui disait « Nous avons absolument besoin de la main-d'œuvre étrangère. Il nous faut absolument les accueillir parce que nous ne pourrons pas reconstruire notre pays. » 67, personnellement, on m'a donné à distribuer ça pour les élèves du collège d'Ambarès. Mais là, il y a eu des campagnes pour dire venez, parce qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre. Des gens qui sont là depuis des décennies, je parlais de 67, un demi-siècle. Des gens qui sont là, qui ont 2 enfants, sont aujourd'hui rejetés parce que la France capitaliste n'a plus besoin d'eux. Donc, ceux-là, on les rejette, on les criminalise, on leur donne tous les défauts de la terre. Mais ce n'est qu'une des raisons qui fait que les gens d'Afghanistan, de Libye, de Syrie, du sud du continent africain, et il y a le problème de l'extrême pauvreté. Les gens ne peuvent pas manger, ne peuvent pas boire. Dimanche dernier, je disais que l'eau est captée pour Coca-Cola et puis les gens meurent de soif. Dans leur pays, ils ne sont pas payés. Parce que des sociétés européennes, et particulièrement françaises, les traitent comme des sous-États, volent les richesses de ce continent dont on connaît les potentialités pour leurs entreprises. Donc les gens veulent vivre et on leur donne un idéal. Là, les droits de l'homme. Donc, il faut se sacrifier pour aller essayer de survivre. Et puis, les guerres entretenues par les Occidentaux. La guerre que la CEDEAO voulait lancer là, elle a des difficultés pour y aller parce que les peuples se révoltent.
C'est la France qui est derrière ça. Parce qu'on met le colonialisme français dehors, donc on va essayer de créer une guerre pour que les gens puissent se déchirer et puis il faut la fuir. Mais encore une fois, les responsables du colonialisme et de l'impérialisme européen ont intérêt à développer la guerre. Rappelez-vous que les armes que les djihadistes ont aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy, Juppé qui ont largué cela pour convaincre Kadhafi. C'est ça qui a donné la base armée aux djihadistes pour commencer à déstabiliser la région. Et rappelez-vous aussi que dans l'affaire du Niger, le gouvernement nigérien explique son coup d'État par le fait que la France avait libéré des djihadistes pour essayer de les monter contre le Mali ennemi, de les orienter vers le Mali ennemi. Et c'est ce qui aurait, d'après les responsables du coup d'État, justifié qu'il s'arrête le président à qui ils auraient montré des photos de Nigériens morts et qui auraient laissé le président insensible. Mais ça, c'est une autre affaire. Je veux dire qu'il y a la misère, la guerre et l'appel qui est fait par l'Europe. Je tiens à signaler que parmi les gens, la classe politique qui dénonce l'immigration, les immigrés qui arrivent en Europe, la plupart le font parce qu'ils ne veulent pas que les immigrés rentrent légalement et qu'ils soient en situation régulière de façon à les surexploiter. C'est le cas dans tout le sud de l'Espagne, c'est eux qui font l'agriculture espagnole, c'est le cas du bâtiment, etc. Parce que quand les gens sont en situation illégale, on les sous-paie vraiment et on empêche qu'ils soient syndiqués. Et à n'importe quel moment, ils pourraient revendiquer, on les dénonce et on les renvoie dans leur pays. Ça s'est fait aussi en Martinique, on va en parler. Donc, il y a une forte hypocrisie de ces gens-là qui disent non, à l'immigration, mais en même temps, ils soutirent et ils n'emploient pas les gens qui sont en situation irrégulière pour casser le marché du travail. Une grave hypocrisie à dénoncer. En parlant d'hypocrisie, je fais une parenthèse. Imaginez le nombre de croyants de religions diverses qui vont s'agenouiller dans les temples et dans les églises avec leur Bible à la main, qui disent, ils donnent à manger à ton frère, il est chassé. Quel est le contenu de la religion qu'ils prétendent et appliquer là? Qu'est-ce qu'elle appelle en matière d'accueil de celui qui n'est pas à manger, de celui qui est persécuté? Et cette même personne-là, ultra orthodoxe, ultra conservateur, au sortir de l'église, c'est eux qui vont dénoncer les immigrés. Ça, c'est une forme d'hypocrisie aussi. Mais ce que je tiens, surtout pas je tiens à insister de cette affaire-là, au-delà de l'hypocrisie des véritables raisons, m'amène à poser la question à chaque être humain digne de ce nom, à chacun de nous. Je pose la question, s'il y a une guerre terrible dans notre pays, s'il y a une famine terrible dans notre pays, si on ne peut pas vivre une misère terrible, lequel d'entre nous va dire, ah, moi, je ne veux pas aller dans les pays de l'autre, hein, il a déjà ses problèmes. L'instinct de survie va me pousser à prendre mon bébé pour qu'il ne soit pas tué, et puis, je peux prendre convention des conventions internationales de législation, il faut survivre.
sans aller jusqu'aux guerres, hein, en Martinique, aux périodes de grande misère que nous avons connues, provoquées par le colonialisme français, nos pères, arrière, grands-pères ne sont-ils pas partis? Serions-nous d'accord pour qu'on les persécute, qu'on les criminalise dans le pays où ils sont allés? Combien ils sont morts pour construire le canal de Panama? Est-ce que nous sommes d'accord avec le traitement qui a été réservé aux survivants? Quand on a parlé de Nouvelle-Calédonie, il y a une immigration martiniquaise qui allait en Nouvelle-Calédonie. Il y en a qui s'en sont sortis à cause de leur travail. Et aujourd'hui, ceux qui contrôlent le transport en Nouvelle-Calédonie, certains se comportant d'ailleurs de façon inacceptable vis-à-vis de la population canadienne. Mais est-ce que nous allons dire que les Martiniquais n'avaient pas le droit d'émigrer, de se sauver, d'aller essayer de manger? Le phénomène d'émigration, c'est un phénomène qui existe avec l'histoire de l'humanité, depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est un instinct de survie. Comment pouvons-nous condamner des gens qui migrent pour des raisons si difficiles et puis ne pas condamner les migrants colonialistes riches qui viennent s'emparer de notre pays, qui viennent s'emparer de nos maisons, qui viennent s'emparer de nos terres, de nos emplois, etc. Ça ne nous fait pas mal. Quand on chasse nos jeunes diplômés pour les envoyer travailler, on les déporte pour aller travailler à Versailles, et puis qu'on offre à des Français des postes, y compris dans les maternelles, enseignés pour des enfants dont ils ne connaissent pas la culture, les néo-titulaires nous appellent à manifester. Ah, ils ont passé le concours national. Alors, il faut même qu'on se mette un diapason avec notre conscience. On ne peut pas critiquer des migrants économiques, des gens qui fuient la guerre, qui fuient les viols, qui fuient les gangs, et puis fermer les yeux sur les migrations de confort des riches. Il faut qu'on choisisse son camp. Alors, l'argument qui dit, mais quand même, d'accord, j'en comprends ça, mais ils sont irresponsables, ils prennent des canons pneumatiques qui ne sont pas sûrs, ils sont à façon pour essayer de partir. Vous ne connaissez pas la misère des gens qui font ça. Et il faut considérer ces gens-là, non pas comme des irresponsables, mais comme des victimes, et puis des gens d'une extrême générosité. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient leur vie pour essayer d'envoyer de l'argent dans leur pays, pour les villages, pour leurs familles qui restaient sur place, ou pour préparer leur venue. Ils connaissent le risque, mais ils n'ont pas de perspective. Ne pas prendre ce risque-là, c'est avoir la certitude de mourir de faim, de mourir de bain, de mourir de maladie, etc. Donc, c'est pas parce qu'ils sont ni imbéciles ni irresponsables, c'est parce qu'ils sont devant un choix déchirant et obligatoire. Et remarquez que, contrairement à l'esprit capitaliste, colonialiste occidental, l'écrasante majorité des immigrés dans ces pays-là, les migrants, donc, quand ils arrivent, c'est eux qui font vivre leur famille. Ils vivent dans des conditions très difficiles et c'est eux qui font vivre leur famille. Je vous invite à chercher le volume des transferts financiers envoyés par les immigrants pour arriver dans des familles. Avec un esprit de collectivité, je salue au passage cet ami sénégalais qui vit à Pont-Laillé, qui un jour me dit, mais alors, je devais faire telle dépense importante pour moi, mais on
averti qu'il y a un enfant du village qui doit être opéré, qui n'a pas d'argent, je suis obligé d'envoyer l'argent. Je suis obligé de façon de parler, mais il n'en pas. Il choisit d'envoyer l'argent. C'est ça l'humanité. Et puis on voit comme ça, on dit ils sont responsables, c'est parce qu'ils se déchirent, ils sont conscients, mais ils risquent leur vie pour aller, pour essayer d'envoyer quelque chose pour leurs enfants, qui d'ailleurs vont utiliser cet argent-là pour aller à l'école, pour se former. Vous pouvez vérifier que la plupart des fonds qui sont envoyés par les immigrés dans leur pays d'origine, c'est éducation et santé qui sont mis en avant. Alors, les plus fortunés, ceux qui sont arrivés à PEC pour faire des. Dans le milieu sportif et culturel, un très grand nombre d'enfants envoient de l'argent pour construire des écoles ou des dispensaires au village. C'est ça. La migration, ce n'est pas des gens qui sont fous, etc. Non, c'est ça qu'il nous faut comprendre. Et il nous faut surtout comprendre que la base du problème, c'est que leur pays est exploité par des impérialistes occidentaux et que ce qui a commencé à se faire au Mali, au Burkina, au Niger, c'est une dynamique qui va régler le problème. Allez, pousse, dehors, dégager, pour que nos richesses servent notre pays. Alors, je veux prendre un dernier élément avant ma conclusion, c'est la situation martinique. Il y a un an à peu près, il y a des individus qui marquaient haïtiens, d'héros, des haïtiens, etc. Ça a été dénoncé. J'ai même vu que des gens avaient rayé de ouais, ce sont nos frères, ce sont nos frères. Donc, mais l'idée se développe. Et je dois dire que j'ai été très interpellé par le fait que des gens qui sont des militants, des gens qui sont des résistants, des gens qui sont des combattants contre le colonialisme, se laissent influencer par la propagande colonialiste, précisément. Nos problèmes en Martinique viendraient de la présence des Haïtiens. Et j'ai entendu plusieurs personnes dire, c'est eux qui disent tout caïf en France. Et depuis un dossier, le cabaye au caïf. C'est eux qui vigilent tout partout. C'est eux seuls qui apprennent et bagaille maraîcher et puis pesticides. Donc il y a un rejet de la communauté haïtienne en Martinique. On oublie totalement pourquoi les gens sont venus. On refuse de croire que ceux qui ont des logements, ceux qui sont employés comme vigiles, ce sont des gens qui sont en situation régulière, parfois qui sont mariés avec des hommes ou des femmes martiniquaises, qui ont des enfants mixtes, mais leur nationalité haïtienne fait qu'ils ne devraient pas avoir le droit. Mais nos Martiniquais, quel que soit le pays où ils vont, est-ce que nous ne nous battons pas pour qu'ils aient le droit d'avoir un logement, un emploi décent? Alors, évidemment, la classe dominante, la caste, joue sur les divisions, divisées pour régner. Donc, si on embauche des gens haïtiens, on peut dire haïtiens qui apprennent le travail, comme Le Pen dit, et qui apprennent le travail, etc. Mais comprenons bien que nous sommes la victime de la propagande. Les gens qui ont des contrats de travail sont en situation régulière. Ils sont en situation régulière, ils ont droit aux conditions de vie qu'ils peuvent avoir meilleures en se battant. Si nous n'avons pas tous, peuple martiniquais, accès au logement, accès aux emplois, etc., c'est pas à cause des Haïtiens, c'est à cause du colonialisme, à cause de la caste.
C'est à cause de ces gens-là qui, bien sûr, nous vivent soigner, mais qui nous empêchent de prendre les décisions qu'il faut pour développer notre pays. Donc, il est très, 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 très important que nous luttions contre ces idées fausses qu'on essaie de répandre dans le peuple pour dire au contraire, même si Haïti, première révolution de 1804, libéré esclaves, même si Haïti, qui était essayé de des bateaux pour libérer les Martiniquais soumis à l'esclavage, malheureusement que l'Espagne était coulée sur les bateaux là. Mais si Haïti de défendre cause les peuples afro-descendants, et puis, comme nous sommes des humains, nous avons accueilli les bras ouverts par rapport, parce que nous savons qui ça capacité en pays autres. Mais en nous coller tête pour les épaules, pour nous remettre contre le colonialisme, c'est la démarche humaine. D'Haïti, je passe à cette Lucie. J'ai parlé tout à l'heure de l'assassinat de, comment il s'appelle encore? En fait, l'histoire de Franceti. Vénite. Alex Vénite. J'ai parlé de lui. Et puis, hier, je dis, ah, je dis, c'est des Anglais, des scepticiens, ça. Ah oui, tout le monde a cru ici, c'est scepticien qui dit ça. Alors, on développe la discrimination vers la communauté scepticienne au prétexte qu'on dit que ce sont il y a des délinquants scepticiens qui d'ailleurs fuyaient leur pays parce que la position indépendante de cette Lucie et le pouvoir qu'ils ont leur permettait de mieux lutter contre la délinquance. Aujourd'hui, avec le trafic de drogue, cette Lucie se retrouve rattrapée et fait alliance avec le gouvernement français. Le gouvernement français fait ça pour régler le problème d'ici. Et cette Lucie fait ça pour essayer de poursuivre ces délinquants. Mais, enfin, la majeure part, l'écrasante majorité de ces Luciens qui vivent en Martinique sont des gens dignes, des gens travailleurs, ce sont des gens qui ont une association tout à fait respectable, qui développent des relations saines avec le peuple martiniquais. Alors, parce que des délinquants qui ne sont jamais tout seuls, ils sont toujours associés à des délinquants martiniquais. C'est la question des gangs, la question des bandits. Il y a faire carton. Donc, il faut lutter contre ces délinquants-là. Mais il ne faut pas prendre prétexte qu'il est d'origine scepticienne, nous dire que c'est scepticien qui a mis la violence en Martinique. Tout cela fait partie de la division qui s'installe entre les Caribéens, des idées fausses. Et nous avons intérêt à renforcer notre coopération, notre solidarité avec cette Lucie, notamment avec les mouvements populaires de cette Lucie, paysans, syndicalistes, etc., politiques, de façon à ce que le message soit connu, que bon, pas quitter nous, parce que quand la France sera mise dehors, comme elle est en Afrique, c'est puis nous qui travaillons. Et puis la Caraïbe, nous qui peut développer comme nous. Donc, on ne peut pas mettre une division inutile entre nous. Il faut respecter les peuples caribéens dans tous les pays, sans exception, dans toutes les races, entre guillemets, puisqu'il n'existe pas des ethnies sans exception. Il y a des gens déviants. À aucun moment, on ne peut pas dire parce que cette minorité-là est déviante, je rejette la communauté. C'est comme il s'appelait le tueur de femmes martiniquais qui était à Paris là. Guijon. Guijon, je vois, c'est ça? Avec Guijon, il y avait deux. Paulin et Guijon. Thierry Paulin. Thierry Paulin et Guijon. Alors voilà, des Martiniquais qui assassinent des femmes dans des conditions atroces à Paris. Quand le Front National dit c'est des nègres, ce sont eux. Donc il faut chasser tous les nègres. Nous leur donnons raison en disant parce qu'il y a deux Martiniquais et puis nous faisons la même chose en parlant de délinquance scepticienne pour criminaliser une communauté seule. Souvent nous le faisons sans prendre conscience de la gravité de nos choix et surtout des implications pour notre lutte
pour notre développement futur. C'est pour ça que je crois, en termes de conclusion, que ce sur quoi il faut nous appuyer, c'est sur l'humanité. Notre propre humanité et notre regard sur tous les autres êtres humains. Il faut que nous prenions chaque monde comme un être humain. Il faut que nous prenions chaque communauté aux communautés humaines, ethnies, des bons mondes, des mauvais mondes, etc. Et que c'est l'humanité de nos positions qui va faire qu'on pourra faire la violence inutile, les crimes, les inégalités, les injustices diminuer. Mais c'est surtout quand nous aurons combattu le système qui génère la pauvreté, le système qui oblige des gens à fuir leur pays de force, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est cela qui va régler le problème. Voilà donc le point que je voulais faire sur la façon de concevoir les phénomènes migratoires. J'espère que vous pourrez réagir dans la partie interactive. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.